Qu'est-ce qui fait qu'un pays est riche, vraiment? Aujourd'hui, on va jeter un œil aux 20 économies les plus puissantes du monde. Mais attention, le but n'est pas de faire un simple classement. Ce qui nous intéresse, c'est de décortiquer leurs stratégies, de comprendre leurs recettes secrètes pour arriver tout en haut. Alors, la grande question, c'est ça. Comment on devient une superpuissance économique? Est-ce qu'il y a une formule magique, une seule route à suivre? Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Eh bien, en analysant le top 20 mondial, on va voir qu'il y a plusieurs chemins vers le succès, et certains sont même complètement à l'opposé les uns des autres. Allez, on plonge dedans. Juste avant de démarrer, un tout petit point technique, mais c'est important pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Notre critère, c'est le PIB nominal. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la valeur totale de tout ce qu'un pays produit en une année. C'est notre thermomètre de la puissance économique. Commençons par le sommet de la pyramide. Parce que tout en haut, il y a deux pays qui ne jouent pas vraiment dans la même cour que les autres. Deux géants qui sont dans une ligue à part et dont les approches sont radicalement différentes. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a la puissance américaine. Son moteur, c'est l'innovation, la tech. Pensez à la Silicon Valley, aux géants comme Apple ou Google, et bien sûr un secteur financier qui domine le monde. De l'autre côté, la Chine, la fameuse usine du monde. Son ascension fulgurante, elle s'est construite sur une production industrielle absolument massive et les exportations à une échelle colossale. C'est un peu le match entre l'économie des idées et l'économie de la production. D'accord, on a nos deux géants, mais derrière eux, comment ça se passe? Comment les autres nations font-elles pour se positionner dans ce classement? En fait, on peut identifier plusieurs grands modèles, plusieurs archétypes de la réussite économique. Le premier grand modèle, c'est celui des titans de l'industrie. Là, on parle de pays qui ne se contentent pas de produire en masse. Non, ils excellent, ils sont les maîtres de la fabrication complexe et de la technologie de pointe. Leur richesse est, littéralement, forgée au cœur de leurs usines. Il suffit de regarder les noms. L'Allemagne, bien sûr, avec son ingénierie de précision et ses voitures iconiques. Le Japon, pionnier absolu de la robotique. La Corée du Sud. Sans elle, pas de semi-conducteurs dans nos smartphones, c'est aussi simple que ça. Et puis l'Italie, avec ce mélange si particulier d'industrie lourde et d'excellence dans la mode. Leur point commun à tous, une spécialisation poussée à l'extrême et une réputation de qualité en béton armé. Deuxième archétype, et là on change complètement de décor. On ne parle plus de ce que l'on fabrique, mais de ce que l'on possède, sous nos pieds. Bienvenue chez les géants des ressources naturelles. Et là, les exemples sont très parlants. On a le Canada et ses ressources naturelles immenses, la Russie qui dépend massivement de son pétrole et de son gaz, l'Arabie Saoudite, la superpuissance pétrolière par excellence, et l'Australie, dont l'économie carbure grâce à ses mines gigantesques. Pour ces pays, la richesse ne se forge pas, elle s'extrait directement du sol. Troisième grand modèle. Ici, la richesse ne vient ni des usines ni du sous-sol. Elle vient des cerveaux. On parle des hubs de services, des économies qui vendent de l'expertise, de la finance, de la logistique. Ce sont les maîtres des services à très haute valeur ajoutée. Et là encore, la diversité est fascinante. Prenez le Royaume-Uni. Tout tourne autour de la City de Londres, le cœur battant de la finance mondiale. La France, elle, joue sur plusieurs tableaux. Le luxe, l'aéronautique, le tourisme. La Suisse, un combo redoutable de finance et d'innovation pharmaceutique. Et les Pays-Bas, qui sont tout simplement la plaque tournante du commerce européen. Leur force, c'est de vendre de l'expertise, de l'immatériel, pas seulement des objets. Mais attendez, il y a un autre modèle qui est en train de tout bousculer. Celui des nouveaux géants démographiques. Leur atout numéro 1, ce n'est pas tant l'exportation que leur immense marché intérieur. On parle de centaines de millions de consommateurs qui alimentent une croissance spectaculaire. Et l'exemple le plus frappant du moment, c'est bien sûr l'Inde. Oui, l'Inde qui est maintenant la 5e économie mondiale. Son modèle est vraiment unique, c'est une combinaison entre une démographie très jeune et un secteur des services informatiques et technologiques qui est devenu une référence mondiale. C'est clairement une force avec laquelle il va falloir de plus en plus compter. Bon, après ce tour du monde économique, qu'est-ce qu'on retient? Quelles sont les grandes leçons à tirer de tous ces chemins qui mènent à la prospérité? Eh bien, la première leçon, c'est qu'il n'y a pas une recette magique, mais bien plusieurs. On l'a vu, la richesse peut venir de l'innovation, de l'industrie, des ressources du sous-sol, des services ou de la simple puissance de son marché intérieur. Ce qu'on observe, c'est que chaque pays du top 20 est passé maître dans au moins une de ces stratégies. Et ça nous amène à l'idée la plus importante. Il n'existe pas une seule voie royale vers la prospérité. Il y a une multitude de stratégies et chacune est adaptée aux forces uniques de chaque nation. Le succès économique, au fond, c'est avant tout une question d'adaptabilité et de stratégie. Il faut savoir jouer ses meilleures cartes. Ce qui nous laisse avec une question essentielle pour finir. La richesse de demain ressemblera-t-elle à celle d'aujourd'hui ? Quand on pense à l'intelligence artificielle, à la transition énergétique, aux tensions géopolitiques, est-ce que les modèles qu'on vient de voir seront toujours valables ? Le futur classement pourrait bien nous surprendre. Merci d'avoir suivi cette analyse.